C'est Parti. dans le résumé fluvial, il y a marqué partir d'un accès libre et aisé. Voilà, donc aujourd'hui, je remercie Céline Allez, Clausel, du coup, qui est professeure de géographie à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, Paris 1, pardon, c'était pas vrai. qui a participé à l'élaboration de ce logiciel et qui est venue nous faire une présentation. Je la laisserai se présenter en suivant en début de présentation. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser votre caméra allumée si vous le souhaitez pour plus de convivialité. Sinon, pas de souci. On excuse ceux qui ont les micros qui ne fonctionnent pas. On les présentera à leur place. Et je vous propose du coup qu'on fasse un petit tour d'écran assez rapide parce qu'on est quand même 25, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir qui est présent et pourquoi ce webinaire et ce logiciel dont vous intéresse. Et avant de passer la parole, juste je vous avertis que dans le cours de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. On va peut-être pas attendre la fin, sinon ça va être un petit peu compliqué de raccrocher à chaque fois les questions aux différents éléments. Mais n'hésitez pas à lever la main si vous avez des interrogations ou des remarques, ou voilà, et que vous voulez interagir au fur et à mesure du coup de la présentation de Céline. Voilà, donc je vais faire par ordre d'apparition à l'écran et du coup, Anne-Sophie, ça tombe sur toi. Oui, bonjour. Donc, Anne-Sophie Rivier-Dancos, je suis géomaticienne au Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et moi, c'est par curiosité que je viens assister à ce webinaire, parce qu'en fait, j'ai déjà entendu parler de GraphHub, mais j'ai jamais eu l'occasion de me pencher sérieusement dessus. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir un peu plus d'informations et de voir si ça peut pas nous être utile dans le cadre de divers travaux qu'on peut avoir à faire. Voilà. Merci Anne-Sophie. Jason, tu as ton micro coupé, je crois. Oui, mais il a indiqué que son micro ne Ah, fonctionnait pas du dans coup, le j'avais pas chat. vu que ton micro ne fonctionnait pas. Je suis désolée. Donc, Jason Crébassa, comme Vallée de l'Hérault, hein, c'est ça. Donc, sur Natura 2000, je fais en résumé, en gros. Voilà. Elia, Oui, donc moi c'est Elia Closure, je suis responsable de projet agriculture et biodiversité à la LPO Occitanie dans l'Hérault. Je suis accompagnée par Anna aussi qui vient d'arriver dans la structure en apprentissage, donc qui se greffe à moi. Et nous du coup, c'est aussi un peu par curiosité, j'ai vu la description et je me suis dit que ça pouvait nous servir dans nos divers travaux notamment du coup d'accompagnement du milieu agricole. On fait pas mal de cartographie et de lecture d'habitat. Donc, voilà. super, merci Elia. Sonia, Oui, bonjour. Donc, Sonia Récop à la réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefond, dans le département du Lot, et gérée par le syndicat mixte Dordogne Moyenne Serre-Aval. Et donc, c'est pareil, c'est vraiment par curiosité. merci Sonia. Cécile, Oui, bonjour, Cécile Amiel. Donc, je suis agente de développement à la communauté commune du plateau de Lannemezan et animatrice d'une zone Natura 2000 de tourbière sur la commune de Clarens. Donc, je viens aussi par curiosité avec le secret espoir qu'on puisse faire des cartes parce qu'on communique beaucoup, nous, avec des cartes et avec nos élus. Et puis, ma collègue qui est en rédaction d'un PLUI, je pense que ça pourra l'intéresser aussi. Cécile, Ludovic. Oui, bonjour, donc Ludovic Lepontois du Parc national des Pyrénées. Je suis géomaticien et on s'intéresse à Graphab notamment dans le cadre, au niveau de potentielle application dans le cadre des ABC pour aider à identifier des zones de préservation à prioriser. Euh, du coup, la présence, c'est pour un peu dégrossir un peu l'outil. On a connaissance vaguement, on peut éplucher la doc, mais sans rentrer en profondeur. Merci Ludovic. Claudine, Oui, bonjour à tous. Je suis Claudine Tardy, je suis chargée de mission biodiversité à la métropole de Montpellier. Moi, je souhaitais participer parce qu'on a bénéficié sur le territoire de la métropole de diverses analyses conduites par le CEN Occitanie avec cet outil. Ça m'intéressait de mieux comprendre comment ça fonctionnait. Enfin, je note de merci manière Claudine. indicative, comme Coraline, ça, Bonjour à tous, donc Coraline Chollet, je suis chargée d'études forêt et milieux naturels au bureau d'études Côte d'Azur de l'ONF. Et je suis ici parce que je travaille actuellement sur les connectivités liées à la traîne de Vieux-Bois dans les Alpes-Maritimes.
Merci que Coraline. je trouve Simon important, Combé? maintenant, notamment dans Oui, cette. bonjour. Du coup, je travaille au syndicat mixte Canigou Grand Site en tant que chargé de mission Natura 2000. Après, j'utilise déjà enfin, je manipule déjà un petit peu l'outil à titre bénévole sur certaines espèces pour travailler sur l'amélioration des connectivités entre certaines populations. Et du coup, là, c'était voilà pour voir s'il y avait des choses qui avaient changé, peut-être mieux maîtriser l'outil encore et l'utiliser, bah, pareil, pour les mêmes thématiques, de identifier des corridors peut-être à restaurer au sein de la matrice paysagère des sites Natura 2000 que j'ai en gestion. Merci Des bons Simon. avis, en tout Jean-François? cas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-François Raymond, je suis géomaticien au Parc naturel régional des Grands Causses. Nous devons prochainement refaire notre TVB. On a une stagiaire cet été qui a utilisé Grafab et ça m'intéresse de voir sur QGIS comment fonctionne. Je crois qu'il fonctionne aussi tout seul, à part. Voilà, prendre connaissance du fonctionnement. Merci Jean-François. Iris? Bonjour, Iris Lang du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Je suis là aussi par curiosité. C'est un outil que je ne vais pas utiliser moi directement, mais on va le mobiliser notamment pour prioriser des actions de restauration de mares dans le cadre du programme régional d'action en faveur des mares d'Occitanie. Merci Iris. Donc on arrive à Marion, mais qui n'a pas de micro ni de caméra et qui dit qu'elle s'intéresse au webinaire Grafab aussi pour découvrir l'outil et voir si l'utilisation pourrait lui être utile dans ses différentes études. Je ne sais pas si c'était vous qui m'avez appelé ou pas, parce que j'ai pas entendu. Et comme personne répond, je me doute que ça doit être moi. Oui, je pense que c'est ça. Bonjour, Julie Escloupé du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Je suis référente biodiversité et je suis intéressée par ce webinaire pour une éventuelle application dans le cadre de mes missions liées aux espaces naturels sensibles. Merci. Du coup, non, c'était Justine que j'avais appelée, mais effectivement, elle n'avait pas Ah, répondu. Et comme ça pardon. commence par un J, bah, ça fonctionne J'ai lu aussi. sur les lèvres en fait et je me suis dit, ça doit être moi. Ouais, moi aussi, mais Presque. ça a coupé au moment où tu as parlé. Ok. Bon, mais du coup, à toi, Justine. Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, Justine Nicolas du Seine-Occitanie, donc comme Iris. Et moi, je suis là un peu parce que dans le cadre du Live Vésif Paysanne qu'on porte, on travaille actuellement sur l'élaboration de plans de gestion multisites. Donc, l'idée, c'est de travailler à l'échelle d'un réseau de sites et non pas à l'échelle d'un site simple. Et donc, on trouve ça pertinent d'utiliser Grafab dans ce cadre-là. Donc, voilà. Merci, Justine. Esther, du Seine aussi, du coup. Alors oui, bonjour. Moi, je viens d'arriver au Seine-Occitanie et du coup, je suis chargée d'études Flore Habitat. Donc, c'est à la fois par curiosité et aussi, comme Justine, je vais travailler sur les plans de gestion multisites. Donc, voilà. Merci, Esther. Cécilia? Oui, bonjour. Hop, je vais mettre ma caméra. Je l'enlèverai parce que, étant dans les Cévennes, ça a tendance un petit peu à friser. Mais juste pour le temps de la présentation, Cécilia Marchal, je suis chargée de mission Natura 2000 à la communauté de communes Cosségual Cévennes Terre Solidaire. Je découvre ce logiciel et l'idée, c'est de voir moi aussi s'il y a une application potentielle dans mes missions. Merci, Cécilia. Anaëlle? On ne t'entend pas, Anaëlle, malgré le fait que tu aies ton micro apparemment. Je vais enchaîner si tu peux résoudre le petit problème technique. Benoît? Benoît de l'ONF n'est pas là non plus. Alexandre Garnier? Oui, bonjour, Alexandre Garnier. Donc, je travaille au Parc national des Pyrénées, au même service que Ludo qui s'est présenté tout à l'heure. Donc, on est intéressé à plusieurs titres par cet outil et je travaille avec des équipes de chercheurs. Là, je fais aussi de la recherche sur la connectivité d'habitat pour des espèces très particulières, notamment qui est le bouquetin ibérique.
Et moi, j'aimerais savoir un peu, je sais pas si on aura le temps de l'aborder, on va dire la cuisine méthodo qui est derrière l'outil, en fait. Faut bien savoir de quoi on cause, voilà. Merci Alexandre. Alors, je vais présenter Camille Mulatero, du coup, qui n'a pas de micro non plus, qui est chargée de restauration écologique au Conservatoire botanique national des Pyrénées-Midi-Pyrénées et qui s'intéresse au logiciel dans le cadre de restauration écologique et de restauration de tram. Voilà. Ensuite, Jérôme, qui je pense est un collègue de Cécile. Je vois qu'il vient de l'Université Panthéon aussi. Absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Donc, Jérôme Canivet, je suis collègue de Céline et eh bien, je viens découvrir un des nombreux pans d'activité de Céline. Donc, c'est des choses sur lesquelles on discute très, très régulièrement, mais que je ne connais pas très, très bien. Moi, je pratique un peu ce genre d'exercice, mais canal historique via ArcGIS, etc. Donc, voilà, je viens me mettre aussi un petit peu au parfum côté technique. Mais aussi entendre les attentes des gestionnaires, parce que ça fait partie des axes de travaux que nous développons également au sein de notre enseignement. Donc, c'est aussi important de voir un petit peu ce qu'attendent les gestionnaires des espaces de ces outils. Merci. Super, bah, merci d'être là. Je vais présenter Annelle qui a aussi un problème de micro du coup et qui est anciennement chef de projet géomatique à la DASEA du Gers, qui a souvent utilisé GraphFab et qui est également enseignante en SIG à Auch. Elle voulait présenter cet outil à ses étudiants pour identifier les continuités écologiques d'un territoire. Donc je pense que peut-être elle vient voir comment le présenter, voir un petit peu comment... voilà. Et ensuite, du coup, il me manque qui? Marie. Je n'ai pas le nom de famille. Marie ne répond pas. Et Vincent, qui habitude a des soucis de micro et de caméra. Vincent, est-ce que que tu peux te présenter? Sinon, je le fais. Donc, chargé de mission au département de l'Aude et en charge de tout ce qui est espace naturel sensible. Donc, Benoît, tu n'es pas revenu. Et je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelqu'un qui lève la main, éventuellement. Non. On dirait que c'est OK. Et bien, du coup, ah si, Marie, donc du Seine-Occitanie, hop, et qui veut se former à ce logiciel. Voilà. Et bien maintenant, je vais laisser du coup Céline se présenter et enchaîner donc sur la présentation en suivant. Super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran et puis voilà. Euh, merci d'être aussi nombreux juste pour ce webinaire. J'espère que ça répondra en partie aux attentes parce il y a quand même différents profils de personnes qui sont connectées, plus ou moins expérimentées. Donc voilà, j'espère que chacun et chacune trouveront matière pour cette présentation. Alors, donc je suis professeure de géographie à l'Université Paris 1. Je travaille depuis 2009, en fait, depuis ma prise de fonction dans l'université sur les questions de réseau écologique. Et j'ai commencé ma carrière à Besançon. À une période où les collègues, donc Jean-Christophe Foltet, avaient décroché un projet de recherche au ministère de la transition écologique sur l'évaluation des impacts des infrastructures de transport sur la connectivité. Et donc, on a lancé ce projet-là. Et dans le cadre de ce projet, on a développé un outil, donc GraphFab, qui correspond à l'outil GraphFab aujourd'hui, pour justement modéliser les réseaux écologiques et faire une série d'analyses, notamment pour, au départ, évaluer l'impact d'un changement dans le paysage sur la connectivité. Et puis finalement, d'année en année, les applications se sont un peu diversifiées. Et puis ça a pris également de l'ampleur. Donc, je vous reparlerai un peu de l'historique du logiciel juste après. Alors, la présentation aujourd'hui, c'est en gros un extrait de la présentation que l'on peut faire lors de la formation initiation au logiciel,
puisque depuis plusieurs années maintenant, on organise des formations et voilà, si vous avez des questions, on pourra revenir là-dessus. Donc, c'est des formations sur 2 jours. Donc ça, c'est un extrait de la formation et évidemment, je ne vais pas couvrir tout ce qu'on voit dans la formation. Je ne savais pas exactement non plus le niveau de chacun. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous présenter déjà ce que une des personnes a parlé de cuisine méthodologique. Voilà, je vais vous expliquer déjà les principes méthodologiques qui sont derrière le logiciel Graphab pour bien comprendre comment il fonctionne. C'est pas du tout une boîte noire, justement, c'est ça qui est intéressant. Et puis ensuite, je vous montrerai les différentes applications que l'on peut faire, qui sont là pour le coup un peu théoriques, mais on pourra rediscuter aussi d'exemples concrets parce que depuis maintenant 10 ans, on a des centaines d'exemples concrets. On travaille, par exemple, on a évoqué ça dans la présentation sur les trames de vieux bois et de forêts matures, on travaille dessus, sur les réseaux de mares, sur la trame verte urbaine, sur la contribution des espaces naturels sensibles à la connectivité. Enfin, voilà, donc ça doit quand même, je pense, faire écho à pas mal de thématiques sur lesquelles vous travaillez. Et puis ensuite, j'avais prévu du coup de vous montrer l'interface du logiciel en vous montrant en gros les différentes étapes de construction d'un projet Graphab et les quelques fonctions qui sont disponibles et qui tournent assez rapidement, quoi. Voilà. Et donc, comme Julie vous l'a mentionné, n'hésitez pas du coup à poser des questions au fil de l'eau pour éclaircir certains points qui vous paraîtraient un peu obscurs. Voilà. Donc, du coup, alors, attendez, je vais enlever. Je sais pas comment. Ah voilà. Elle s'enlève toute seule. Donc, pour revenir sur ce qui est au cœur quand même du logiciel et de cette approche, donc la question des réseaux écologiques. Donc, évidemment, vous êtes toutes et tous familiers. Donc, on est sur ce concept de réseau écologique avec les aspects fonctionnels, c'est-à-dire que ce réseau écologique, il est censé correspondre finalement à l'espace à l'intérieur duquel une espèce va pouvoir réaliser son cycle de vie. Donc, aller chercher de la nourriture, migrer en fonction des saisons, se disperser, chercher un partenaire pour la reproduction, etc. Donc, évidemment, ce réseau écologique, donc cet ensemble de tâches d'habitat, on appelle aussi des réservoirs de biodiversité pour la trame verte et bleue. Donc, nous, on va appeler ça dans notre approche plutôt des tâches d'habitat qui vient de l'anglais patch. Et puis, donc, un ensemble de corridors qui peuvent être de différentes formes et qui connectent ces habitats. Donc, ça, normalement, vous êtes toutes et tous familiers. Ce qui est intéressant derrière cet aspect, c'est que ce réseau écologique, il va être propre à une espèce, à un groupe d'espèces. Et donc, on a toute une diversité d'approches possibles en fonction des objectifs que l'on souhaite atteindre. On va pouvoir modéliser un réseau écologique pour un groupe d'espèces relativement large. Par exemple, on a travaillé sur les trames forestières pour les grands mammifères à l'échelle nationale, mais on a pu travailler aussi sur la trame forestière pour les petits mammifères à une échelle plus restreinte, à l'échelle d'un département, par exemple. Et puis, tous les paramètres de la modélisation vont aussi être définis en fonction du choix au départ de l'espèce ou du groupe d'espèces que l'on étudie. Évidemment, si on cartographie un réseau écologique pour un cerf ou pour un scarabée, le besoin en termes de données, notamment d'occupation du sol, de résolution spatiale, etc., ne sera pas le même. Voilà, donc ces questions de réseau écologique, elles sont très présentes dans les stratégies de conservation, dans la planification, et elles posent plein de questions. Notamment sur comment est-ce qu'on passe du réseau fonctionnel d'une espèce qui va se déplacer dans le paysage, qui a besoin peut-être de différents types d'habitats au cours de l'année,
à un réseau planifié, donc qui nécessite déjà de cartographier le réseau écologique en tenant compte des besoins écologiques des espèces, et puis comment on intègre ces connaissances aussi dans les documents de planification, quelle que soit l'échelle régionale, départementale ou à l'échelle de communes ou d'intercommunalité. Et tout ça pose des questions. Comment on passe d'une échelle à une autre? Comment on concilie des enjeux de conservation de la biodiversité, d'urbanisation, de développement économique des territoires, etc. Alors, pour cartographier, modéliser ces réseaux écologiques, en fait, il y a plein de méthodes différentes. Et donc, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc là, vous avez quelques exemples de réseaux écologiques modélisés par différents types d'approches. Ce qu'il faut bien voir au départ, alors j'avais une diapo après, mais le point de départ, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Dans quel objectif? Est-ce qu'on veut faire un diagnostic du réseau écologique? Est-ce qu'on veut évaluer l'impact d'un aménagement dans le paysage sur le réseau écologique? Est-ce qu'on veut travailler plutôt sur la restauration d'habitat? Et donc, on se pose des questions, où est-ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on pourrait restaurer un habitat pour renforcer le réseau écologique? Donc ça, c'est les premières questions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pour qui on veut le faire? Ça, c'est la deuxième question. Alors, qui au sens écologique? Pour quelles espèces? Et puis, une fois qu'on a décidé ça, le point de départ, ça va être, en termes de données, ça va être la carte d'occupation du sol. Et donc, la carte d'occupation du sol, c'est vraiment la composante initiale de toute la procédure méthodologique, où cette carte d'occupation du sol, elle doit être définie en fonction justement des besoins écologiques des espèces, c'est-à-dire qu'elle doit regrouper les catégories qui sont importantes pour l'espèce ou le groupe d'espèces que l'on étudie. Donc évidemment, ces habitats les plus favorables doivent correspondre à une catégorie dans la carte. Les éléments du paysage qui facilitent les déplacements ou au contraire qui limitent les déplacements doivent également être incluses dans la carte. Et puis, inversement, il y a des catégories que l'on peut avoir dans des bases de données classiques, par exemple zone industrielle, zone commerciale. Pour des espèces, il n'y a pas forcément vocation à distinguer ces deux catégories, donc on peut très bien les fusionner. Cette carte d'occupation du sol, elle n'existe pas toujours à l'échelle des territoires sur lesquels on travaille. Et quand elle existe, je pense par exemple à l'Île-de-France, où on a le mode d'occupation des sols, elle n'est pas forcément adaptée à un enjeu de cartographie des réseaux écologiques. Donc il y a toujours, quasiment dans tous les cas, il y a toujours une phase de constitution ou d'adaptation de la carte d'occupation du sol qui nécessite des compétences en géomatique. Et donc là, dans le tour d'horizon de celles et ceux qui sont connectés, il y a plusieurs personnes qui sont dans les services SIG, experts en géomatique. Il y a vraiment besoin de ces compétences-là pour cette carte d'occupation du sol. Et là, on pourra revenir aussi parce qu'il y a plein aussi de petits détails à penser dans cette constitution de la carte pour ne pas qu'il y ait de trous dans la carte, pour que les réseaux de transport soient bien continus, etc. Donc ça, c'est la première étape dans tous les cas. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va modéliser le réseau écologique? On a différentes approches qui vont sur un niveau de complexité croissant et donc que l'on peut positionner dans cet espace-là à deux dimensions en fonction de la quantité de données nécessaires et en fonction du degré de réalisme supposé. Est-ce que le réseau écologique que l'on a cartographié s'approche plus ou moins d'une réalité, sachant qu'on ne l'atteindra jamais, cette réalité, parce qu'il y a plein de facettes que l'on ne maîtrise pas. Alors, il y a plusieurs, approches. La première, qui est tout à gauche, ce qu'on va appeler l'approche par patron paysager, c'est en gros, on travaille sur la composition et la configuration du paysage et on va regarder sur notre territoire le pourcentage de forêt, le pourcentage de culture, le pourcentage de bâti.
On peut également travailler sur des zones tampons pour identifier des corridors de manière assez générique. Donc ici, on est sur une approche structurelle. On s'intéresse à la structure du paysage et on ne tient pas compte des capacités de déplacement des espèces. Donc c'est une approche qui est alors très simple, en tout cas, qui est simple à mettre en place quand on maîtrise à peu près les systèmes d'information géographique. Donc, elle nécessite très peu de données, puisqu'on a besoin que d'une carte d'occupation des sols. En revanche, le niveau de réalisme, il est assez bas, puisqu'on a tout l'aspect fonctionnel qui n'est pas pris en compte. On n'a pas, par exemple, d'analyse sur les flux qui peuvent circuler à travers le paysage entre deux tâches d'habitat, par exemple. Une autre approche qui est un tout petit peu plus complexe, qui s'appuie toujours sur les outils de géomatique, donc QGIS, ArcGIS, qui va être cette fois-ci de travailler alors, sur la composition et la configuration du paysage, mais on va s'intéresser aux connexions entre les habitats, optimum de l'espèce, et on va tenir compte du fait que les individus ne se baladent pas dans le paysage en ligne droite, en tout cas généralement, et que généralement, ils vont utiliser les éléments du paysage qui sont plus ou moins favorables à leur déplacement. Donc, c'est ce qu'on va appeler la perméabilité du paysage. Le fait que dans un paysage, on va choisir notre itinéraire en fonction des éléments que l'on rencontre et on va privilégier les éléments paysagers qui sont les plus faciles à traverser. Bon, quand je fais ce cours aux étudiants, je leur donne l'exemple de nous, animaux, animaux humains, pardon, quand on se déplace dans le paysage, on va pas en ligne droite, on va utiliser les chemins. En ville, on va essayer d'utiliser les passages piétons, donc on va faire des détours. Il y a certaines barrières que l'on ne peut pas traverser en ligne droite, par exemple un bâtiment. Et puis, il y a certains éléments du paysage que l'on peut traverser, mais au prix d'un certain risque. Voilà, la route, par exemple, on peut la traverser sans qu'il y ait le passage piéton, mais on a un certain niveau de risque quand on le traverse. Donc ça, c'est la perméabilité du paysage que l'on peut tout à fait calculer dans un logiciel de système d'information géographique. Donc, on intègre la fonctionnalité du réseau écologique puisqu'on tient compte des capacités de déplacement de l'espèce, par où elle passe et sur quelle distance elle peut se déplacer. En revanche, on va être assez limité pour des analyses de type quels sont les habitats les plus importants pour la connectivité du réseau. On va être limité aussi en termes d'analyse. Si j'enlève un corridor ou si j'enlève une tâche d'habitat, quelles sont les conséquences pour la connectivité du réseau? Et donc, on a une autre approche qui va combler en partie ce manque, qui est l'approche des graphes paysagers, donc que je vais développer juste après, qui cette fois-ci en fait associe donc un travail de géomatique au départ pour la carte d'occupation du sol et complète cette analyse par de la modélisation, donc basée sur la théorie des graphes, donc j'y reviendrai tout à l'heure, et qui va là cartographier le réseau écologique de manière schématique, donc sous la forme d'un graphe, donc des nœuds connectés par des liens. Donc ça, je vais y revenir. Et le grand avantage du graphe, c'est que du coup, ce graphe, c'est un objet mathématique sur lequel on va pouvoir calculer des indices de connectivité qui vont nous permettre de hiérarchiser les tâches d'habitat et les corridors en fonction de leur contribution à la connectivité. Et donc, évidemment, cette approche nécessite un peu plus de données en termes de connaissance de l'écologie des espèces, en termes de connaissance sur le déplacement des espèces, mais par contre, on augmente le niveau de réalisme du modèle. Le grand inconvénient, c'est qu'on est sur quelque chose d'agrégé, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'échelle des individus, on est à l'échelle d'une population. Donc, on est un peu sur le comportement moyen des individus au sein d'une population.
Et puis, l'approche qui est tout à droite, donc simulation individu centrée, bah là, c'est une approche qui va justement combler une limite des graphes paysagers, c'est-à-dire que c'est une approche désagrégée. Cette fois-ci, on va intégrer le comportement des individus et toute la variation, justement, aussi des comportements individuels. Donc, on va pouvoir simuler les déplacements de chaque individu avec différents types de simulations. Et puis ensuite, on va, par exemple, moyenner les résultats. Donc, ces simulations individu centrées, en général, ce sont des outils pas forcément en libre accès. Ils sont parfois payants. Ils sont ils sont complexes dans leur utilisation et dans la quantité de données nécessaires. On va avoir besoin, par exemple, de données démographiques pour caractériser la population que l'on étudie. Donc le ratio mâle-femelle, le taux de mortalité, le taux de reproduction, etc. Donc c'est intéressant pour une espèce donnée pour lesquelles on a beaucoup de connaissances et pour une question particulière. Et par contre, bah, forcément, de fait, avec cette complexité plus importante, on a un niveau de réalisme plus intéressant aussi, mais qu'il faut rapporter aussi au coût, le coût technique, le coût humain, le coût financier de ces approches-là. N'hésitez pas s'il y a besoin de m'interrompre. Pour l'instant, il n'y a pas de main levée, ça doit être très très clair. Ok, j'ai perdu tout le monde. Ou voilà. Non, je ne pense pas. Tout le monde est très attentif. Alors, du coup, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie des graphes, puisque c'est l'approche que l'on mobilise le plus, nous, dans nos recherches, hein. Et puis, en fait, il y a eu des études scientifiques qui ont comparé ces différentes approches que je vous ai présentées là, et qui ont montré que les approches par graphe paysager étaient un compromis relativement intéressant en termes de quantité de données nécessaires et de niveau de réalisme. Et qui probablement aussi explique qu'un logiciel comme Graphab ait trouvé aussi différents types d'utilisateurs, d'applications, à la fois dans la sphère scientifique et dans la sphère opérationnelle. Alors, la théorie des graphes, c'est la théorie qui est derrière le logiciel Graphab et derrière les graphes paysagers. Donc, c'est une approche générique qui est appliquée à de nombreux domaines. Elle a été développée au départ pour des questions de transport. Elle est aussi utilisée donc, pour les réseaux sociaux, par exemple, quand vous regardez quelle personne est connectée à quelle autre personne, quelle personne a des amis dans son réseau social, etc. C'est basé sur la théorie des graphes. On l'utilise aussi pour les connexions entre les neurones dans le cerveau. Donc, c'est une approche qui est mobilisée dans différents domaines et qui a l'intérêt de se focaliser sur les relations entre les éléments analysés. Donc, les éléments analysés, quand on est sur du transport ferroviaire, c'est les gares, avec des connexions entre les gares. Transport aérien, ce serait les aéroports ou les villes. Les réseaux de neurones, ce sont les neurones, etc., etc. Donc, un graphe, c'est un objet mathématique et qui est constitué d'un ensemble de nœuds. Donc, ce sont les cercles que vous avez sur la diapositive. Et ces nœuds sont reliés ou pas par des liens. Donc, les lignes droites que vous voyez à l'écran. Alors, nous, la théorie des graphes, on l'applique à l'écologie du paysage, au déplacement des espèces. Et donc, notre graphe, on va l'appeler un graphe paysager, où les nœuds représentent les tâches d'habitat pour une espèce ou un groupe d'espèces données. Et les liens vont représenter les connexions potentielles entre ces tâches d'habitat. Alors, potentielles parce que généralement, mais pas toujours, on s'appuie sur des hypothèses.
on estime que compte tenu des connaissances que l'on a sur une espèce, par exemple, elle va se disperser, par exemple, sur 1 kilomètre. Elle va plutôt utiliser les fossés, les chemins, etc. Mais on n'en sait rien. Donc c'est pour ça que c'est du potentiel. En revanche, on peut tout à fait, et c'est ça aussi l'intérêt du logiciel, c'est qu'on peut tout à fait intégrer des données de suivi pour justement ne pas être sur des connexions potentielles, mais sur des connexions réelles, documentées par les données de traces GPS, par exemple, ou des données génétiques qui montrent que, il y a eu des connexions dans le passé entre des individus. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, comme toute modélisation, des choix doivent être faits en fonction des objectifs et des données disponibles. Donc, quel taxon on veut étudier? Est-ce que c'est une espèce en particulier? Est-ce que c'est un groupe d'espèces? Est-ce que c'est une espèce virtuelle? On a déjà eu cette approche d'espèce virtuelle parce que des fois, on travaille sur, par exemple, un mammifère, un petit mammifère à moyenne capacité de dispersion, plutôt forestier. Et puis quand on dit, par exemple, la belette, on a toujours des écologues qui nous disent, ah, mais la belette, elle n'est pas tout à fait comme ci, comme ça. Donc souvent, on a eu tendance à dire, bon, ben, une espèce virtuelle qui a ce type de caractéristiques et qui peut correspondre à telle ou telle espèce dans la réalité. Mais parfois, on a des études très ciblées qui, du coup, se font sur une espèce en particulier. Et on va adapter tous les choix de modélisation à cette espèce. Ensuite, il faut se poser la question à quelle échelle on veut travailler, pour quel type de déplacement. Les connexions entre les habitats, est-ce que ce sont des déplacements quotidiens? Est-ce que ce sont des déplacements de migration ou de dispersion? Très souvent, mais pas toujours, mais très souvent, on est à l'échelle de la dispersion parce qu'on va être dans un objectif de caractériser le réseau écologique pour mettre en place des actions qui permettraient de maintenir la viabilité des populations. Et donc, on va travailler à l'échelle de la dispersion pour permettre aux jeunes individus d'aller rejoindre un nouvel habitat et du coup y trouver d'autres individus pour la reproduction. Et puis, quel objectif? Ça va aussi jouer sur les analyses que l'on va mettre en place une fois qu'on aura modélisé le réseau écologique. Voilà, alors ça, c'est un petit schéma qui récapitule en fait les différentes étapes. Et donc, je vais détailler ensuite, après, avec un exemple. Le point de départ, après qu'on ait évidemment précisé les questions de l'espèce, etc. Le point de départ, c'est la constitution de la carte d'occupation du sol. Ensuite, on va avoir une étape de définition des tâches d'habitat. Alors, définition et pondération, parce qu'on verra que nos tâches d'habitat, évidemment, si on prend par exemple les amphibiens et donc un habitat type mare, toutes les mares n'ont pas la même qualité à accueillir une population viable. Donc la pondération, c'est l'idée d'attribuer un indice de qualité à la tâche d'habitat. Une fois qu'on a défini les tâches d'habitat, on va définir les liens. Donc, quelles sont du coup les tâches d'habitat qui sont connectées entre elles compte tenu des capacités de déplacement de l'espèce étudiée? Ces liens sont aussi pondérés puisque chacun va être caractérisé par une distance. Et donc forcément, les liens qui ont une distance la plus faible vont être les plus intéressants. Une fois qu'on a défini les tâches d'habitat et les liens, on obtient notre graphe. Et à partir de ce graphe, on va pouvoir calculer des métriques de connectivité qui vont permettre d'estimer la contribution de chaque élément des tâches d'habitat ou des liens à la connectivité, et puis de faire différents types d'analyses, soit pour évaluer l'impact d'un aménagement sur la connectivité, soit de chercher les emplacements les plus intéressants pour créer des habitats ou des corridors pour restaurer et améliorer la connectivité. Alors ici, vous avez donc une carte d'occupation du sol, c'est un exemple sur la région de Belfort.
Donc en vert, les forêts, en rouge, l'urbain, jaune et beige, tout ce qui est agricole. En bleu, les plans d'eau. Et donc là, c'est un exemple sur les amphibiens où on va modéliser un réseau de mares. Enfin, en tout cas, un réseau de plans d'eau plutôt, parce qu'il y a quand même des grands plans d'eau pour la démonstration. Alors, la définition des tâches, donc à l'étape numéro 2, on a l'approche simple, et puis après, on peut complexifier indéfiniment presque la définition des tâches d'habitat. Le cas le plus simple, c'est de dire, bah, par exemple, tout ce qui est en bleu, qui correspond au plan d'eau, ce sont mes tâches d'habitat. Voilà. Mais on peut avoir des cas plus compliqués, par exemple des espèces qui ont besoin d'un habitat qui a une surface minimale. Donc si on est par exemple sur des animaux, des espèces forestières, euh, le moindre petit bosquet ne sera pas forcément considéré comme un habitat. Donc on peut faire une sélection des surfaces les plus importantes pour que comment dire, les pixels de la catégorie habitat deviennent des tâches d'habitat, donc en respectant un seuil de surface minimale. On peut aussi se dire qu'en milieu fragmenté, en fait, c'est pas une tâche d'habitat, par exemple un petit bosquet qui constitue un habitat, mais c'est l'ensemble des bosquets qui sont accessibles quotidiennement, donc un groupement de tâches proches. Euh, on peut aussi affiner la définition des tâches d'habitat en supprimant les bordures des tâches pour enlever les lisières en fait qui vont être potentiellement susceptibles de recevoir des perturbations de l'extérieur. Et puis en fonction des données que l'on a, des données dont on dispose et en fonction des besoins écologiques des espèces, on peut aller encore vers plus de complexité. Par exemple, à l'époque, on avait voulu travailler sur le lézard vert, qui avait comme habitat des pelouses sèches, ensoleillées. Bon, bah, ça voulait dire que pour définir la tâche d'habitat, à partir de la carte d'occupation du sol, bah, il fallait associer une autre variable que l'occupation du sol, qui était l'exposition, pour sélectionner uniquement les pelouses exposées au sud. On peut également intégrer des données d'observation de présence d'espèces pour réaliser d'autres types de modèles, donc une modélisation de la niche écologique pour déterminer les tâches d'habitat en s'appuyant sur les observations réalisées pour l'espèce. Donc on peut vraiment aller vers beaucoup plus de complexité. Tout dépend de l'objectif et tout dépend des données dont on dispose. Donc là, on va être sur une approche hyper simple qui est juste les plans d'eau. Donc si je ne fais pas de sélection à partir de la surface minimale, j'ai cet ensemble de plans d'eau, donc plus de 2000 tâches d'habitat. Si j'introduis un seuil de surface minimale, ben, on a un seuil, on a un nombre de tâches plus faible. Ça, c'était juste pour vous montrer. La capacité des tâches, donc ça c'est la pondération des tâches d'habitat. Donc il faut bien voir que cette pondération des tâches d'habitat, c'est vraiment la qualité des habitats à accueillir une population, donc ce qu'on va appeler un potentiel démographique. Et dans la littérature et dans la notice de Grafab, on appelle ça la capacité des tâches, parce que capacité à accueillir une population viable. Et donc là aussi, on peut soit être par défaut, c'est la surface des tâches d'habitat. En général, par exemple, des milieux forestiers, voilà, on peut considérer que la qualité des habitats forestiers correspond à leur surface. Plus un habitat forestier est grand et plus il est de bonne qualité. Mais on pourrait tout à fait affiner cet indice de qualité en tenant compte, par exemple, des peuplements, des types de peuplements forestiers, de la gestion. Pour nos cas des amphibiens, ici dans l'exemple, c'est pas la surface des plans d'eau qui est intéressante pour les amphibiens, mais c'est plutôt la quantité de milieux favorables autour des plans d'eau. Donc on peut aussi définir la capacité des tâches comme la surface de milieux favorables qui sont autour.
Et puis le dernier cas, c'est un indice composite que l'on va calculer en amont. Par exemple, ici, sur les plans d'eau et les amphibiens, on peut avoir des relevés de terrain un peu systématiques qui, par rapport aux fiches de caractérisation des mares, et avoir un indice de qualité de chacune des mares qui tient compte de plusieurs critères relevés sur le terrain. Ensuite, une fois qu'on a défini les tâches d'habitat, on va définir les liens, donc en fonction des connaissances dont on dispose sur l'écologie de l'espèce. On pourrait tout à fait définir les liens en distance euclidienne, donc à vol d'oiseau. Plus généralement, quand même, on utilise les distances de moindre coût, donc qui tiennent compte de la perméabilité du paysage. Et donc, du coup, chaque catégorie de la carte d'occupation du sol va avoir une valeur, un coût, ou ce qu'on appelle aussi une valeur de résistance, ou une friction, qui traduit la plus ou moins grande difficulté à traverser ce milieu. Donc un milieu qui est difficile à traverser aura un coût important, et un milieu qui est facile à traverser aura un coût faible. Et donc l'algorithme, le logiciel, va chercher entre chaque paire de tâches d'habitat le chemin qui minimise le coût total. Donc ici, par exemple, entre P1 et P2, bah, le chemin de moindre coût, celui qui minimise le coût, c'est évidemment pas celui qui fait une ligne droite, parce qu'il traverserait des pixels qui ont une friction à 10, mais c'est le chemin qui fait un détour pour aller chercher des pixels qui ont des valeurs de coût les plus faibles. Et en cumulé, quand on additionne chacun des pixels traversés, on est sur un coût total qui est moindre que si on avait tracé en ligne droite. Donc ça, c'est le principe des distances de moindre coût. Et la limite de la théorie des graphes, c'est le chemin unique entre deux tâches. Donc on est vraiment sur une approximation entre deux tâches d'habitat. On a un seul chemin unique, alors que dans la réalité, on sait bien que les individus ne vont pas utiliser ce chemin, mais ça donne comment dire, un aperçu général de où passerait le chemin le plus facile à emprunter. Ça suppose du coup d'assigner des valeurs de résistance au paysage, aux différentes catégories d'occupation du sol. Et là, on entre dans un volet de la modélisation qui est assez sensible, puisque évidemment, ça va changer les résultats quand on va attribuer un coût faible ou fort à un même élément paysager. Donc, il faut bien s'appuyer sur les connaissances écologiques de l'espèce, savoir quelle catégorie d'occupation du sol est plus favorable qu'une autre. Et ensuite, on a différentes... alors, on n'aura jamais la certitude qu'il faut utiliser la valeur 10 ou la valeur 12 ou la valeur 15. Ça, c'est sûr. On fait arbitrairement un choix de catégorie de coûts. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est la hiérarchisation des catégories d'occupation du sol les unes par rapport aux autres. Entre une prairie et une culture, pour un amphibien, par exemple, on peut hiérarchiser. L'une sera plus favorable au déplacement que l'autre, et donc celle qui est la plus favorable devra avoir un coût plus faible que celle qui est la plus difficile à traverser. Ensuite, on s'est posé la question de l'échelle des valeurs de coût. Est-ce qu'il vaut mieux être sur 1, 2, 3, 4, sur 1, 10, 100, 1000, 10 000, ou quelque chose d'encore plus contrasté, 1, 2 pour le favorable et puis 500, 1000 pour le défavorable? Là, les études scientifiques qui ont cherché à comparer ces différentes échelles ont tendance toutes à converger vers l'idée que c'est plutôt une échelle contrastée ou géométrique en tout cas, qui est la plus intéressante parce qu'elle va bien séparer ce qui est difficile à traverser de ce qui est facile à traverser. Donc généralement, on utilise l'échelle géométrique 1, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Donc une échelle logarithmique pour attribuer les coûts.
aux différentes catégories d'occupation du sol parce que c'est celle finalement qui est la plus simple à justifier une échelle logarithmique. Et puis ensuite, ben, les catégories d'occupation du sol qui sont favorables, on leur attribue 10, et puis ainsi de suite. Mais bon, là, voilà, c'est une étape de la modélisation qui suscite toujours beaucoup de questions parce que on n'a pas de certitude sur quel est le coût exact qui serait intéressant d'assigner à une catégorie d'occupation du sol. Donc là, du coup, vous avez les tâches d'habitat. Elles sont reliées par des liens en distance coût. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas en ligne droite. Ils font des détours, ils serpentent à travers le paysage. Là, on a l'ensemble des liens possibles. Évidemment, notre espèce, donc un amphibien, ne pourrait pas utiliser tous ces liens parce que certains sont trop coûteux, certains sont trop longs. Donc, on va élaguer, sélectionner uniquement les liens qui ont une distance maximale qui va correspondre aux capacités de déplacement de l'espèce. Donc, par exemple, ici, on serait sur un amphibien qui peut se disperser sur 2 km. Et donc, on va garder uniquement les liens qui ont une distance inférieure à 2 km, en tenant compte, évidemment, de la perméabilité du paysage. Et donc, vous voyez qu'on a plein de liens qui ont été supprimés parce qu'on considère qu'ils ne sont pas utilisables par l'espèce compte tenu de ses capacités de déplacement. Et du coup, on va avoir notre réseau écologique qui est plus ou moins fragmenté. Donc là, on a un sous-réseau où les plans d'eau sont bien connectés entre eux. On a un sous-réseau au sud-est et vous voyez des micro-réseaux avec parfois des plans d'eau qui sont complètement isolés parce que entourés probablement par des milieux défavorables au déplacement qui ne permettent pas une connexion avec les plans d'eau voisins. Et c'est le cas parfois avec des plans d'eau qui sont très proches spatialement les uns des autres, mais qui sont séparés probablement par une barrière infranchissable compte tenu des coûts que l'on a attribués à la carte. Une fois qu'on a ce graphe, on va pouvoir alors déjà faire une première analyse visuelle, cartographique de la structure du réseau. Est-ce qu'il est très bien connecté? Est-ce qu'il est fragmenté? Est-ce qu'on a des groupes de tâches qui sont très connectés entre elles? Est-ce qu'on a des connexions, des secteurs qui sont relativement fragiles? On a par exemple ici, je sais pas, vous voyez ma souris? Ouais. Ok, merci. Ben, du coup, ici, on a un sous-réseau qui est bien connecté, mais ici, on a une connexion relativement fragile qui ne repose que sur un lien. Et donc, on peut se dire, ben, si ce lien disparaît, on a tout ce micro-réseau ici qui va être séparé du réseau principal, avec le risque du coup que les populations soient isolées. Visuellement, on voit aussi qu'on a des possibilités de reconnecter des sous-réseaux entre eux, comme dans ce secteur ici. Mais là, c'est une analyse visuelle, mais qui déjà est intéressante. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut calculer des métriques de connectivité qui vont permettre de hiérarchiser ces tâches d'habitat ou ces corridors. Il en existe une soixantaine. Mais généralement, on en utilise 2 ou 3 qui correspondent à deux dimensions différentes. Il y en a une qui va correspondre en fait au nombre de connexions qu'une tâche peut avoir avec les tâches voisines, et une autre qui va correspondre plutôt à la question de centralité dans le réseau. Est-ce qu'on est à un endroit dans le réseau qui est un passage incontournable pour circuler? Je dois avoir des diapos là-dessus après. Voilà, donc là, c'est une autre visualisation des liens en ligne droite, mais derrière, on a bien l'intégration de la perméabilité. Et donc là, c'était pour montrer quelques exemples d'applications. Par exemple, ici, on est sur une application de diagnostic de réseau écologique pour identifier les plans d'eau, on est toujours sur le secteur de Belfort, qui sont stratégiques pour maintenir la connectivité. Donc là, c'est une métrique particulière qui,
en fait, simule la disparition d'un habitat, d'un nœud dans le graphe, et regarde ce que ça provoquerait comme diminution de la connectivité. Et donc, le résultat montre que plus la couleur est foncée, plus les habitats, donc les plans d'eau, sont importants pour maintenir la connectivité. Par exemple, ces 3 plans d'eau là, ici, ben, si un disparaît, en fait, ça va couper la connexion de tout ce micro-réseau avec le réseau principal. Pareil ici pour les tâches qui sont rouges, où ça va introduire une fragmentation. Donc ça, c'est le premier type d'application qui permet de faire un diagnostic du réseau, d'identifier les secteurs bien connectés, les plans d'eau, enfin les tâches d'habitat les plus intéressants à conserver, ou en tout cas qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, et du coup soutenu par un indicateur quantitatif qui évalue la contribution à la connectivité. Un autre type d'application qu'on avait d'ailleurs mis en place au moment où on a développé le logiciel GraphApp, c'est l'évaluation des impacts d'un projet d'aménagement sur le réseau écologique, où en fait on va modéliser le réseau écologique à l'état initial, donc par exemple aujourd'hui avec la carte d'occupation du sol d'aujourd'hui, et puis on a un projet d'autoroute. Et donc, on va intégrer cette autoroute dans la carte d'occupation du sol et on va modéliser ce même réseau écologique, mais en intégrant ce nouvel élément dans la carte, ce que vous avez ici à droite, et on va regarder ce que cela génère comme modification dans le réseau. Et ce qui était intéressant dans notre approche au départ, c'était de se dire que, par exemple, cette infrastructure de transport, si on n'est qu'à l'échelle des surfaces d'habitat détruites, elle a finalement peu d'impact parce qu'elle ne traverse pas les ronds bleus. Donc on peut se dire qu'elle a peu d'impact. Et en fait, si on s'intéresse aux connexions entre les habitats, donc à la connectivité, on va s'apercevoir qu'elle a en fait un impact relativement élevé parce qu'elle va fragmenter ce réseau en 3 composantes, donc en 3 sous-réseaux qui du coup probablement seront trop petits pour maintenir une population viable dans le temps. Donc c'était l'exemple de la LGV Rhin-Rhône dont on avait évalué l'impact dans la région Franche-Comté, donc ça remonte aux années 2010, sur ici la connectivité des mares, qui nous avait permis d'identifier où se localisaient les ruptures majeures de connexion, quels étaient les secteurs les plus touchés par ces ruptures de connexion. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que finalement, par ricochet, on pouvait avoir des secteurs qui enregistraient une diminution de la connectivité du fait de la rupture de connexion qui se produisait à plusieurs kilomètres de ce secteur. Et puis ensuite, d'autres applications qui étaient intéressantes et qui avaient été suggérées justement à l'époque par la LPO, parce qu'on avait un programme de recherche où la LPO était intégrée et qui avait un programme de conservation de la rainette arboricole et qui justement nous avait sollicité pour identifier avec le logiciel GraphApp les secteurs les plus intéressants pour créer de nouvelles mares de manière à reconnecter des réseaux entre eux et à augmenter la connectivité. Et donc, en fait, le logiciel permet de manière systématique de tester chaque emplacement de la carte d'occupation du sol. Alors, chaque emplacement ou une portion d'emplacement que l'on aurait présélectionné, de simuler l'ajout d'un habitat, de regarder quelles connexions sont créées et quelle augmentation de la connectivité cela génère, et puis ensuite de comparer les différents emplacements. Et donc là, par exemple, sur ce réseau, on avait demandé au logiciel de nous trouver parmi tous les emplacements possibles, donc plusieurs milliers d'emplacements possibles dans la carte, 10 emplacements qui permettraient en cumulé d'augmenter le plus la connectivité. Donc le premier emplacement sélectionné par le modèle, celui qui génère le plus de connectivité, c'est le numéro 1 ici, qui permet d'augmenter là de 4 ou 5% la connectivité globale.
parce qu'il va permettre de reconnecter ce sous-réseau au réseau principal. Ensuite, une fois qu'on a validé ce premier emplacement et qu'il y a une nouvelle tâche d'habitat ici, le deuxième emplacement, le meilleur emplacement, est localisé ici parce que là aussi, ça va reconnecter ce sous-réseau. Et le troisième est intéressant parce que il permet à la fois de reconnecter un micro-réseau qui est au sud, au réseau principal, mais aussi de limiter, de diminuer la distance entre les plans d'eau qui sont situés ici, de part et d'autre, le numéro 3, où auparavant, du fait probablement d'un paysage relativement contraignant pour les déplacements, le chemin le plus favorable faisait un détour. Et puis ainsi de suite jusqu'au nombre que l'on a choisi. Et on voit qu'ensuite on atteint un plateau parce qu'on a connecté tout ce qu'on pouvait. Et donc avec cette question aussi de l'indicateur ici, qui est certes intéressant, mais qui ne doit pas non plus être utilisé de manière trop, enfin sans esprit critique, parce que c'est pas parce qu'on atteint un plateau d'amélioration de la connectivité que localement on n'a pas des enjeux de reconnexion d'une population qui serait à une échelle plus locale. Mais c'est intéressant aussi pour hiérarchiser les emplacements. Ici, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux liens du graphe. Alors, typiquement, par exemple, pour des passages à faune. On a la LGV Rhin-Rhône qui est simulée ici, enfin, qui maintenant existe, qui génère une coupure dans le paysage. Et on avait du coup demandé au logiciel de nous identifier les 10 meilleurs emplacements pour reconnecter des habitats situés de part et d'autre l'infrastructure. Et donc le premier emplacement était localisé ici puisqu'il générait une augmentation forte de la connectivité parce qu'il permettait de reconnecter ce sous-réseau au sud avec le réseau principal au nord. Et on voit qu'il augmente de plus de 20% la connectivité globale. Et une fois que ça s'est reconnecté, ben on a des propositions ici pour reconnecter des sous-réseaux entre eux. Mais vous voyez que la courbe, typiquement là, montre un plateau à partir de la deuxième connexion restaurée. Et forcément, on n'a pas on n'a pas la même conclusion à tirer de cet indicateur. On pourrait se dire, après le deuxième corridor restauré, plus besoin d'en créer de nouveaux parce qu'on atteint un plateau. Mais il faut bien voir que l'indicateur ici que l'on mobilise, c'est un indicateur régional. Localement, par exemple, le corridor numéro 10 pourrait avoir du sens localement si on a des populations dans ces habitats-là qui gagneraient à être reconnectées à d'autres sous-réseaux. Et puis dans chacun de ces restaurations d'habitat, restauration de corridors, on avait comparé justement on avait comparé les sorties du modèle avec ce que les experts avaient identifié. Donc sur la LGV Rhin-Rhône, pour les passages à faune, on avait comparé, comme le projet était en cours de construction, on avait comparé avec les passages à faune prévus sur cette infrastructure et ça matchait en partie. Et puis pour la restauration d'habitat, de plans d'eau, on avait comparé nos résultats du modèle avec ce que la LPO avait identifié sur le terrain. Et là aussi, alors ça coïncidait en partie, mais on voyait que dans chacun des cas, on avait des complémentarités qui venaient généralement d'une connaissance plus fine du terrain de la part des experts. Voilà, donc tout ça m'amène au logiciel Graphab, donc qu'on a développé en 2009-2012, la première version, qui est un outil libre. On avait voulu dès le départ le rendre en accès libre et open source, donc le code est disponible pour ceux qui veulent compléter le code. On est une équipe en fait de plusieurs enseignants-chercheurs et développeurs informatiques qui continuons de travailler sur le logiciel Graphab et de le faire évoluer et d'organiser également des formations, comme je vous le disais, via CNRS Formation Entreprise. Et puis ici, donc, c'est pour vous montrer que
au départ, on avait développé le logiciel pour les scientifiques, parce on avait vu justement dans la littérature et dans nos pratiques qu'il manquait un logiciel qui permettait de faire de la carte d'occupation du sol jusqu'aux analyses et aux simulations. Donc, on s'était dit, les équipes de recherche, ça pourrait combler leurs attentes. On n'avait pas du tout anticipé que ce logiciel serait ensuite utilisé presque plus largement dans la sphère opérationnelle. Et ça a été aussi une bonne surprise parce qu'il y a du coup pas mal de stages de master de nos étudiants ou d'autres formations d'ailleurs partout en France qui sont mobilisés pour travailler sur le réseau écologique, la modélisation des réseaux écologiques dans des départements, des PNR, différentes structures. Alors, l'un de vous avait parlé justement de QGIS. En fait, donc d'année en année, on s'est aperçu que les utilisateurs de GraphApp étaient extrêmement variés, avec des compétences différentes. Donc, le point de départ, ce qui existe, ce qui a toujours existé, c'est l'interface, c'est le logiciel GraphApp que vous avez au milieu. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il n'était pas forcément facile à prendre en main pour des non-initiés. Et que certains n'avaient pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans l'interface. Et donc, on a, il y a quelques années, développé un plugin GraphApp pour QGIS qui permet de faciliter l'étape de constitution de la carte d'occupation du sol, qui permet de modéliser le réseau écologique sous la forme d'un graphe et de calculer des métriques de connectivité. Ça ne va pas permettre de faire des simulations de restauration d'habitat ou de corridors, mais on s'est aperçu qu'en fait, une grande partie des utilisateurs, notamment opérationnels, n'utilisaient que ces fonctions-là. Donc, on les a mises dans le plugin GraphApp, ce qui facilite beaucoup la prise en main de l'outil. Pour les utilisateurs beaucoup plus avancés, donc là, c'est plutôt de la recherche en écologie et notamment en génétique des populations. On a aussi développé un package R pour GraphApp qui vise à faciliter la comparaison des distances paysagères et des distances génétiques. Voilà, je ne sais pas si je vais... Là, je pense que j'ai fait à peu près le tour des applications et des explications des différentes étapes. Et là, ce que je vous proposais, c'était de vous montrer, de partager mon écran et de vous montrer l'interface du logiciel GraphApp et de voir concrètement les différentes étapes après cette présentation théorique. Mais je ne sais pas si vous avez des questions en attendant. Enfin... Alors, il n'y a toujours pas de main levée, mais on peut laisser une petite minute ou deux pour voir si effectivement il y a des personnes qui se décident, qui ont une interrogation, ou n'hésitez pas à poser des questions, hein. C'est très technique. Ou c'est très clair pour tout le monde. Tout le monde est très attentif, mais écoute, ouais, je peux pas montrer. C'est un avis favorable. Peut-être qu'après, effectivement, une petite démonstration, ça amènera d'autres questionnements. Voilà, très clair. Cécilia nous dit que c'est très clair. Merci. Du coup, donc l'idée, c'était de vous montrer à partir d'un cadre et simplifié les différentes étapes pour arriver, par exemple, à un diagnostic du réseau écologique et la hiérarchisation, par exemple, des tâches d'habitat les plus intéressantes, enfin les plus intéressantes, les plus importantes pour la connectivité. Alors, je vous l'ai dit, hyper simplifié parce que pour faciliter aussi l'exemple et aussi parce qu'il y a des temps de calcul qui peuvent être importants en fonction de la résolution de la carte d'occupation du sol. Voilà, donc là, c'est une carte très simplifiée que je vais utiliser, correspond à un petit espace au sud de Lyon, qui contient pas mal de problèmes. En fait, si on zoomait sur cette carte, donc en bleu, évidemment, c'est le Rhône, en vert, les forêts, en beige, tout ce qui est plutôt agricole. Et puis, alors, c'est la voie ferrée qui est ici.
Et vous voyez déjà dans une première analyse critique de cette carte, et un point sur lequel il faut faire très attention, c'est que vous voyez qu'il y a des pixels ici qui ont disparu du tracé de l'infrastructure. Et ça va poser de gros problèmes dans l'évaluation de la connectivité, puisque la barrière matérialisée par la voie ferrée, finalement, elle est atténuée par le fait qu'il y ait des pixels en moins. Donc ça, sur la partie constitution de la carte d'occupation du sol, c'est vraiment un warning à apporter sur le fait que les infrastructures de transport linéaire, quand on crée la carte d'occupation du sol, il faut absolument qu'elle soit continue et pas qu'elle ait des trous. Voilà, alors attendez, du coup, je vais lancer le logiciel. Alors, quand vous téléchargez le logiciel, en fait, c'est un fichier. Oui, alors, Anne-Sophie. Oui, c'était juste une question du coup rapport à la carte d'occupation du sol. Donc, on travaille forcément sur du format raster dans GraphAB. Tout à fait. Forcément raster alors en format entier. Je le dis parce que sur QGIS, la petite subtilité, c'est que QGIS, souvent, quand on construit la carte d'occupation du sol, a tendance à être en nombres décimaux, en format float, pour ceux qui connaissent un peu QGIS. Et du coup, ça ne fonctionne pas d'un graphe. Donc, il faut que ce soit en format entier et uniquement en raster. Alors, Ok. je vous montrerai après justement sur QGIS, le plugin GraphAB pour QGIS qui facilite la constitution de la carte d'occupation du sol. Au départ, la carte d'occupation du sol, elle peut tout à fait avoir différentes couches vecteurs raster qu'on va combiner et rasteriser pour avoir un fichier unique, en TIFF d'ailleurs. Donc, quand on télécharge le logiciel GraphAB, c'est un fichier .jar, c'est un fichier exécutable qui fonctionne avec Java. Donc, on doit avoir au préalable téléchargé Java pour pouvoir lancer GraphAB. Si c'est bon, bah, du coup, GraphAB se lance. Et donc, vous avez l'interface ici. Donc, on a différentes rubriques, hein, très classiques en fait, fichiers, graphes, etc. Avec des outils de navigation ici sur sur la deuxième barre. Et ici, ça sera la fenêtre centrale. Donc, pour créer un nouveau projet, quand on travaille sur la modélisation d'un réseau écologique, on appelle ça un projet GraphAB qui va être lié à une carte d'occupation du sol. Donc, par exemple, nouveau projet, je choisis de l'enregistrer quelque part, donc, dans mes documents. On fait suivant, et ici, donc, on va charger la carte de paysage. Donc, on n'a volontairement pas parlé de carte d'occupation du sol, parce que parfois, c'est pas vraiment de l'occupation du sol qu'on a derrière, ça peut être une carte de favorabilité des habitats. On a préféré parler de carte du paysage, que je vais chercher dans le bon dossier, donc il est ici. Donc, un pointif. Et ensuite, si votre couche raster d'occupation du sol est bien constituée et qu'elle est bien reconnue par le logiciel GraphAB, normalement, vous avez ici la liste des valeurs de pixels qui apparaissent. Donc moi, j'avais une carte où on n'avait que 4 choix de catégories d'occupation du sol. Généralement, on est plutôt sur au moins une dizaine, voire une quinzaine de catégories différentes d'occupation du sol. Donc là, mon habitat, on était sur un groupe d'espèces plutôt forestières. Donc les habitats, c'est la forêt. Donc code de l'habitat, je choisis le code numéro 1. Je ne vais pas vous passer toutes les options, mais on pourra revenir si besoin sur différentes options dont sur lesquelles vous auriez des questions. Ici, taille minimum de l'habitat, c'est justement là où on peut mettre un seuil de surface minimale. Donc là, vous voyez dans la carte qu'on a plein de micro-tâches forestières. Donc, on peut se dire qu'on va mettre un seuil minimum. Alors, je crois que pour la démonstration, c'était 0,1 hectare. Donc, 1000 mètres carrés. Hop. Voilà. Et ici, donc ça, c'est
l'étape sélection des tâches d'habitat avec différents types d'options pour affiner cette définition. Ici, cette autre fenêtre, c'est la définition des liens. Donc, je vous passe la topologie qui est un peu complexe. Distance soit euclidienne, donc à vol d'oiseau, ce qui n'a pas enfin, ce qui a peu d'intérêt en utilisant le logiciel Graphab, on pourrait tout à fait le faire dans un SIG. Et donc plutôt des distances coûts pour tenir compte de la perméabilité du paysage. Donc là, on a fait un truc hyper caricatural. Donc, en général, la catégorie d'habitat a toujours la valeur 1. On considère que puisque c'est l'habitat favorable aux espèces étudiées, c'est très facile de se déplacer dans cette catégorie d'occupation du sol. Donc, on met toujours 1 à la catégorie qui correspond à l'habitat. Ici, on est sur un postulat qu'en milieu agricole, l'espèce a plutôt des facilités à se déplacer. Donc, on met une valeur de 10. Ensuite, 20 pour l'eau, donc une espèce qui sait nager. Et donc, voie ferrée, 500 pour matérialiser un obstacle à ces déplacements. On fait terminer. Et donc là, le logiciel va extraire les tâches d'habitat de la carte d'occupation du sol et définir les liens. Donc là, on a la fenêtre qui apparaît. On a notre carte de paysage qui était ici, hein, qui est en niveau de gris ici. Il a extrait de cette carte de paysage les tâches d'habitat avec le seuil minimum de surface. Donc, si je regarde la table attributaire, c'est un peu le même fonctionnement qu'un logiciel de SIG. On a toujours le clic droit pour afficher des options particulières. Donc, par exemple, la table attributaire, bah, chaque tâche d'habitat, là c'est l'identifiant des tâches. Chaque tâche d'habitat est caractérisée par sa surface. Et donc, si on, voyez, on peut trier par ordre croissant ou décroissant. Bah, si on trie par ordre croissant, on voit que la surface minimale, c'est bien 1000. Là, c'est exprimé en mètres carrés, puisque notre résolution de la carte est en mètres. Périmètre. Et puis la capacité, bah, pour l'instant, on n'a rien changé à la capacité. Donc, par défaut, c'est la surface. Et donc, je peux cliquer sur une tâche d'habitat et j'ai les attributs, donc l'extraction de la table attributaire qui s'affiche. Voilà. Donc ça, c'est les tâches d'habitat. Ensuite, il m'a calculé le jeu de liens. Donc ça, c'est le jeu de liens qu'il a calculé entre chaque paire de tâches, mais pour l'instant, sans distance maximale. Et ensuite, on va du coup faire la sélection des liens qui que l'on considère potentiellement utilisables par les espèces, donc compte tenu de la distance de déplacement. Et là, je me rappelle plus ce que j'avais choisi. Attendez, j'ai peut-être. Est-ce que je réouvre mon fichier parce que je voudrais pas vous montrer des trucs inverses. 500, voilà. Hop. Tombe bien parce que du coup. Donc 500. Alors pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais on est sur une distance exprimée en coût cumulé et non pas en distance métrique. Voilà. Et donc là, on obtient le graphe qui représente le réseau écologique forestier pour une espèce dont les tâches d'habitat doivent faire au moins 1000 mètres carrés et qui peut se déplacer sur 500 mètres. Et donc, chaque tâche d'habitat qui sont à une distance inférieure à 500, alors c'est pas 500 mètres, c'est 500 coups cumulés, sont connectés par un lien. Et donc là, c'est la représentation schématique du graphe qui est facile à appréhender parce qu'on voit tout de suite les liens, les tâches qui sont complètement isolées, comme celle-ci, les tâches qui sont bien connectées, etc. Mais derrière, c'est bien
les chemins de moindre coût qui sont représentés. Donc, derrière, on a bien des chemins qui serpentent à travers le paysage. Voilà, par exemple ici, en noir sur cette carte, comme elle est ultra simplifiée, je m'en souviens, c'est la catégorie forêt. Et donc en noir, c'est tous les petits patchs forestiers qui étaient trop petits pour constituer des tâches d'habitat. Du coup, comme on a attribué la valeur de 1 au déplacement, les chemins entre ces deux tâches d'habitat vont chercher à passer par ces deux petits patchs forestiers pour minimiser le coût, justement. Voilà. Et donc, quitte à faire un petit détour. Donc voilà, donc on peut naviguer avec hop, la souris. Donc la vue topologique. Et donc là, on peut faire un premier diagnostic visuel du réseau où on voit qu'on a finalement donc, un réseau qui est quasiment tout connecté, c'est-à-dire que toutes les tâches sont connectées à une autre, excepté celle-ci. Donc là, on peut visualiser les composantes. Hop, vous voyez, on a tout le réseau qui est connecté, sauf celle-ci. Qui est au milieu, qui est un peu coincé entre deux bras de cours d'eau et puis un milieu agricole. Visuellement, on voit aussi très rapidement qu'il y a certaines fragilités dans le réseau, avec notamment ce secteur-là, qui correspond en fait à, à des connexions qui passent par-dessus le fleuve et qui sont extrêmement fragiles. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question de la fonctionnalité de ces liens. Mais si on a ce petit patch forestier qui disparaît ou ces connexions, on a une fragmentation du réseau. Pareil dans ce secteur-là, où la connexion entre ce réseau et ce réseau ne repose que sur finalement cette petite tâche d'habitat. Je vous avais parlé de la capacité. Mais ici, par exemple, on peut modifier la capacité des tâches d'habitat. Par défaut, c'est la surface, mais on peut tout à fait dire mes tâches d'habitat, leur qualité dépend de la surface, par exemple, des milieux agricoles autour des forêts, en renseignant une distance particulière, etc. Voilà, donc après, c'est bon, on peut après naviguer dans le réseau. Ce qui va être intéressant à partir de cette représentation, c'est ensuite de calculer des métriques de connectivité. Alors, je rebascule sur mon diaporama. Ces métriques de connectivité, elles peuvent être calculées à plusieurs échelles. À l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle de chaque tâche d'habitat ou de chaque lien. On peut aussi les calculer à l'échelle de chaque composante, de chaque sous-réseau. Et puis, on peut aussi les calculer à l'échelle du réseau entier, de notre territoire, en fait. Donc, à l'échelle globale. Notamment si on veut faire un avant-après. Et chacune de ces métriques de connectivité, elles vont être pondérées par deux pondérations, par la qualité des tâches d'habitat. Donc, évidemment, plus une tâche d'habitat a une bonne qualité, plus elle va peser dans le calcul de la connectivité. Et elle va être pondérée aussi par la distance entre les tâches. Plus les tâches sont proches les unes des autres, mieux c'est pour la connectivité. Hop. Et donc, je vous avais ici mis, par exemple, une explication des métriques locales de connectivité qui vont permettre de caractériser la connectivité d'un élément du graphe, soit les nœuds, soit les liens, et parfois les deux. Et donc, l'intérêt, c'est d'identifier quels sont les éléments du réseau les plus importants pour la connectivité. Donc là, vous avez un exemple justement de métrique hyper basique dans la théorie des graphes, qui est le degré du nœud, qui correspond au nombre de connexions qu'un nœud a avec ses voisins. Par exemple, ici, il y a 2 connexions avec les voisins. Ici, il y en a 4. Évidemment, cette métrique, elle est hyper simple puisqu'elle ne tient pas compte de la distance entre les tâches, ni de la qualité de la tâche. Et donc, en écologie et écologie du paysage, on a adapté, par exemple, cette métrique, le degré du nœud,
à la fonctionnalité du réseau, donc en intégrant la qualité des tâches d'habitat dans le calcul et la distance. Et donc ici, vous avez un petit schéma qui vous montre, alors on va regarder les 4 premières situations. On regarde en fait la qualité de la connectivité de la tâche I, la tâche focale, qui est ici, au milieu. À chaque fois ici, dans ces 4 situations, elle a 4 voisins. Elle est connectée à 4 autres habitats. Donc un degré de nœud qui est égal à 4. Et pourtant, elle n'a pas la même importance pour la connectivité. Quand on évalue la connectivité par une autre métrique qui est, par exemple, le flux d'interaction, qui va quantifier le niveau de flux qui va circuler entre cette tâche d'habitat au centre et ses voisines, ici, on a 4 voisins, mais qui sont de faible qualité et qui sont relativement éloignés. Donc, on a un certain niveau de connectivité. Ici, un niveau de connectivité plus important parce que tout simplement la tâche I est de meilleure qualité, donc qui est matérialisée ici par la taille du cercle. Pareil, la connectivité augmente parce que ici, ces voisines sont elles-mêmes de bonne qualité. Donc, ça augmente la connectivité de la tâche I parce qu'elle va pouvoir finalement derrière, ce qu'il y a, c'est que si elle a une bonne connectivité, ça veut dire qu'elle va pouvoir envoyer ou recevoir une quantité importante d'individus vers les tâches voisines. Et donc, du coup, favoriser, par exemple, la dispersion des juvéniles vers des nouveaux habitats. Et ici, la connectivité augmente encore parce que les tâches voisines sont plus proches. Donc, le flux d'interaction, par exemple, il va permettre de faire ressortir les tâches qui sont de bonne qualité, bien connectées à d'autres tâches d'habitat, elles-mêmes de bonne qualité. Donc, vraiment le cœur du réseau qui est dense en habitat, de bonne qualité et en connexion. Donc, ça, c'est le flux d'interaction. Et donc, si je bascule sur le logiciel, on a ici la rubrique métrique. Donc, métrique locale. Et donc, on va choisir le graphe. Ici, on n'en a qu'un, graphe 1. Là, vous avez une liste d'une dizaine de métriques qui sont les plus utilisées dans la littérature. Donc, notamment ici, le flux d'interaction. Et c'est l'ensemble de ces métriques, comme elles sont pondérées, elles vont nécessiter le renseignement d'une distance, puisqu'elles sont pondérées par la distance entre les tâches. Et cette distance, elle doit être équivalente à la distance qu'on a choisie pour caractériser les déplacements. Donc ici, on était sur 500. Et je passe, et du coup, hop, je fais OK. Et donc, vous avez un magnifique gradient de couleurs qui ne respecte pas du tout les règles de sémiologie graphique. Mais notre développeur est informaticien et pas cartographe. Et donc, en rouge, ce sont les tâches d'habitat qui ont les plus fortes valeurs de flux d'interaction et qui correspondent aux tâches d'habitat qui sont de bonne qualité, donc de grande surface, et qui sont connectées à de nombreuses autres tâches d'habitat, elles-mêmes de bonne qualité. Voilà. Et donc ici, vous avez des valeurs les plus faibles qui correspondent, alors ça peut être des tâches d'habitat qui sont bien connectées à d'autres, mais ici, compte tenu de la taille des cercles, on peut se dire qu'elles ont des valeurs de flux d'interaction faibles parce qu'elles sont de petite taille. Donc ça, c'est un premier indicateur de connectivité qui permet d'identifier les tâches d'habitat qui correspondent finalement au cœur du réseau. Un autre indicateur, c'est l'indice de centralité intermédiaire, qu'on appelle en anglais le Betweenness Centrality, qui va évaluer une contribution complètement différente à la connectivité. C'est plus le nombre de connexions qu'on a avec les voisins, c'est est-ce qu'on est sur un passage obligé quand on circule dans le réseau. C'est un peu... alors, c'est pour les connexions un peu longue distance. Imaginez dans le transport aérien des longs courriers. Vous rejoignez 2 destinations très lointaines. Vous avez forcément un passage obligé à un moment donné dans un aéroport intermédiaire pour faire un stop, faire le plan de carburant, etc. Mais là, c'est exactement pareil. Quand on veut circuler dans le réseau sur de longues distances,
en fonction justement des coûts attribués au paysage, ben, les chemins vont préférentiellement passer par un secteur et qui est parfois toujours le même. Donc, c'est un peu les passages obligés qui ont un intérêt parce que justement, si on les fait disparaître, ça va fragmenter le réseau. Donc, la centralité intermédiaire, elle a un intérêt quand on raisonne sur plusieurs générations d'individus pour matérialiser un peu les possibilités de traversée du réseau, notamment en lien avec l'adaptation aux changements environnementaux, aux changements paysagers, se dire que parfois les espèces doivent s'adapter à des changements, notamment changements climatiques, et vont devoir changer leur distribution. Et donc, toujours pareil, métrique locale, donc centralité intermédiaire. Et donc là, si on veut être sur plusieurs générations, je vais multiplier par exemple mon 500 par 4. Donc je vais arriver à 2000. Je fais OK. Et donc là, on retrouve un peu hein, le même pattern, c'est-à-dire que les tâches les plus importantes en termes de surface apparaissent comme étant celles qui ont le plus de connectivité, même avec la centralité intermédiaire, parce que la qualité des tâches est dans la pondération. Mais par contre, ce qu'on ne voyait pas du tout tout à l'heure, c'est le rôle justement de ces tâches intermédiaires qui sont le passage obligé pour circuler d'un côté à l'autre du réseau. Quand on veut aller de l'est à l'ouest, ben, on est obligé de passer par ce passage-là. Et donc, ces tâches d'habitat apparaissent aussi en rouge au même titre que celles-ci, mais pour une toute autre raison. Là, c'est plus la surface, puisque c'est des toutes petites surfaces, mais c'est cette question de centralité. Et ce qui est intéressant avec la centralité intermédiaire, c'est que ça s'applique aussi aux liens. C'est une des seules métriques d'ailleurs qui permet d'évaluer la contribution des liens. Et donc là, vous avez la représentation de l'importance de la connectivité en fonction du coup de l'épaisseur du lien. Et qui permettent du coup de voir des corridors les plus importants pour le réseau. Voilà. Alors attendez, hop, je suis perdue, c'est pas ça. Et ce que je voulais aussi vous montrer, alors il y a plein d'autres, il y a plein d'autres fonctions. Par exemple, donc là on est sur la représentation d'un chemin unique entre deux tâches. On peut tout à fait créer une couche vecteur ou raster de corridor qui va correspondre à finalement l'enveloppe des chemins possibles entre deux tâches d'habitat. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de sortir un peu de ce chemin unique. Donc quand je fais un clic droit sur le jeu de liens que j'avais créé, je vais sur corridor. Là, je mets mon coût qui correspond à la distance maximum de mon espèce. Ça calcule et je vais avoir une couche raster qui va être un peu un gradient diffus qui va représenter finalement Alors ici, évidemment, c'est pas hyper... avec cette représentation, c'est pas génial. Si je peux modifier... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre où on va voir, alors là on voit pas trop parce que 500 mètres c'est peut-être pas la bonne distance, mais on va voir l'enveloppe de tous les chemins, donc ça tient compte à la fois des tâches d'habitat, parce que c'est des tâches qui sont des milieux qui sont évidemment très faciles à traverser pour les espèces, et puis ça tient compte aussi des liens, donc on va le voir ici par exemple, ou sur ce secteur-là. Et donc, après, la représentation cartographique dans Grafab n'est pas hyper fluide, mais on peut basculer après dans QGIS pour améliorer le rendu. Donc, il y a la question des corridors. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était un petit outil qui est assez pratique, qui est justement la restauration ou la création de nouveaux habitats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction ajout de tâches et qui va en fait consister à partir d'un réseau à calculer une métrique globale, donc à l'échelle du réseau. Ensuite, on va
apposer une grille sur notre territoire. Et le logiciel, ce que je vous disais tout à l'heure, l'algorithme va tester chaque cellule et regarder ce que ça permet d'augmenter comme connectivité globale pour chaque cellule. Et une fois qu'il a fait toutes les simulations, il retient l'emplacement qui génère le gain maximal de connectivité. Alors, je vous montre, normalement, ça prend pas trop longtemps, j'avais testé. Donc, quand on est donc, sur notre graphe, dans Analyse, on a donc la fonction Ajout de tâches. On a donc une métrique globale à choisir pour maximiser la connectivité. Donc, je vais choisir par exemple la connectivité équivalente qui, comme les autres, est une métrique pondérée qui tient compte de la qualité des tâches et de la distance entre les tâches d'habitat et qui correspond à finalement la quantité d'habitat atteignable à l'échelle de notre zone d'étude. C'est la surface d'habitat atteignable. Voilà. Et donc, sur cette fonction ajout de tâche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit choisir donc d'apposer une grille standardisée en choisissant la taille de cellule. Moi, je vais mettre 500 mètres parce que j'avais testé, je crois que ça, c'est pas trop long. Soit on peut intégrer un shapefile, donc un fichier vecteur, qui, au préalable, a délimité les zones pour lesquelles, par exemple, on sait que ce sera possible de créer un habitat. Parce que si on applique la grille systématique, ben, en fait, le logiciel va piocher dans des cellules, finalement, parfois pour rien, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à créer un habitat dans ces secteurs-là. Donc, on peut très bien affiner la recherche à des sous-secteurs, à des emplacements dont on sait qu'on pourra créer des habitats. On peut lui dire, donc, par exemple, je veux ajouter 5 tâches d'habitat. Donc, localise-moi les 5 meilleurs emplacements en cumulé qui permettent de maximiser la connectivité. Ah oui, évidemment. Alors, une petite subtilité dont je vous fais grâce, mais hop, ça fonctionne qu'avec un certain type de lien. Hop. Ah oui, évidemment, le graphe existe déjà, bien sûr. Donc, graphe 2. Alors ça, je crois que dans la nouvelle version, c'est corrigé. Hop, alors, analyse, ajout de tâches. Connectivité équivalente, normalement, c'est pris en compte. Taille de cellule et nombre de tâches. OK. Oh. Ah oui, je n'ai pas choisi. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Graphe 2. Tac. On a fait un gros travail de documentation des erreurs pour rendre les messages d'erreur les plus explicites possibles. Mais parfois, c'est encore un peu mystérieux. Donc là, le logiciel il est en train de faire la simulation. Il est en train de tester chaque cellule. Donc, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais si, en fait, il tourne. Donc, je vois d'ailleurs que ça bouge un peu. Et donc, le résultat va être l'identification des 5 emplacements. Et voilà, avec la courbe indicatrice du gain de connectivité. Donc là, on a notre graphe qui initial et en orange, vous avez les 5 emplacements numérotés. Donc le premier, par exemple, il est ici et va permettre de reconnecter ces tâches d'habitat. Donc le deuxième ici, troisième ici, et là, vous avez la courbe d'augmentation de la métrique choisie. Alors, ce qui est intéressant, ce dont je ne vous ai pas montré, alors, c'est que si je vais dans le projet Graphable qui a été créé, ici, en fait, vous retrouvez toutes les couches qui sont dans l'interface. Donc là, par exemple, je ferme cette partie-là. Donc, toutes les couches qui sont ici, dans la table des matières, elles sont ici, dans mon répertoire. Et ici, le répertoire qui a été créé @patch N5, c'est le dossier qui a été créé au moment où j'ai lancé la fonction ajout de tâches.
Et donc là aussi, Gilles Vudel, le développeur informatique, est hyper systématique. Et du coup, il a codé le logiciel pour que, à la création de ce dossier, on retrouve tous les paramètres utilisés pour se rappeler justement des paramètres. Donc là, N5, j'ai voulu ajouter 5 tâches d'habitat appliquées sur le graphe 2 en voulant maximiser la métrique EC avec la distance 500, etc., etc. Et puis ici, j'ai le résultat. Donc, si hop, je suis sur mon graphe, je peux ajouter une couche vecteur. Donc, je ne suis pas ici, je suis là. Tac. Et donc, je peux ajouter donc, mes 5 tâches qui sont ici. Et je peux ajouter également les liens hop, qui ont été créés par l'ajout des tâches. Et c'est là où on voit bien que ce premier emplacement qui avait été identifié par le modèle, ben, il permet de créer de nouveaux liens entre des tâches d'habitat qui n'étaient pas connectées auparavant. Le numéro 2, par exemple, il va permettre de densifier des connexions dans un secteur qui était hyper vulnérable. Et puis ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Et alors, ce qui est, moi, je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est en fait dans cette fonctionnalité-là, c'est le répertoire détail. Parce que là, on a les 5 emplacements les plus intéressants. Mais concrètement, quand ensuite vous retrouvez sur le terrain, il y a quand même de fortes chances pour que le pixel choisi par l'algorithme, ben, une fois sur le terrain, ne corresponde pas du tout à un emplacement idéal, ou alors on n'a pas les autorisations nécessaires, etc. Et donc, un document qui est hyper intéressant, c'est la couche détail, où on va retrouver en fait l'ensemble des emplacements testés. Donc là, c'est ma grille de 500 mètres sur lequel le logiciel a fait les simulations. Et donc, sur cette grille de 500 mètres, je peux afficher, par exemple, en symbole gradué, le niveau de gain de connectivité qui a été généré. Alors, je vais essayer. Je ne suis pas sûre que ça marche bien. La symbologie est un peu pourrie, mais il faudra aller sur QGIS. Mais grosso modo, là, c'est pas génial. Donc, je vais vous montrer sur le diaporama. Ici, vous avez un exemple de fichier détail qui est hyper intéressant parce que donc c'est sur le réseau de Mars, quand le travail avec la LPO, on avait présélectionné des zones. On avait donc une couche vecteur qui correspondait que au milieu favorable dans lequel créer des mares. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que, bah, évidemment, pardon, le logiciel nous avait identifié 10 emplacements, dont notamment un emplacement au milieu de ce secteur rouge. Mais si, une fois sur le terrain, cet emplacement précis n'est pas possible, ben on voit qu'en fait, on a plein d'autres emplacements autour qui rempliraient les mêmes fonctions. Et si cette zone en rouge n'est pas possible, n'est pas adaptée à la création d'habitat, ben on voit que le secteur ici en orange présenterait aussi un gain important de connectivité. Donc, ça permet de hiérarchiser les secteurs pour la création des habitats. Donc ça, c'est une sortie intermédiaire qui, en fait, est hyper intéressante. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, en fait, donc là, on est sur la version GraphApp 2. Et donc, on a développé une version 3 qui est accessible en version test, mais elle ne devrait pas tarder à sortir une fois qu'on aura fait la documentation, etc. Mais en gros, cette version 3 intègre une innovation importante qui est la gestion du multi-habitat. Jusqu'à présent, quand on sélectionne le code d'habitat, alors on peut sélectionner plusieurs codes d'habitat, mais après c'est regroupé au sein d'une même catégorie habitat. Et en fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, il est intéressant de séparer les types d'habitats. Alors notamment, moi qui ai beaucoup travaillé sur les amphibiens, typiquement,
quand on modélise le réseau écologique pour les amphibiens, on était sur les mares, donc les connexions entre mares. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de se dire, ben, parfois, on veut ajouter, créer de nouvelles mares, mais parfois, il faut aussi créer des habitats terrestres. Parfois, on a des secteurs où il y a des mares, mais il n'y a pas forcément d'habitats terrestres. Et donc, on s'est intéressé aux connexions entre les habitats terrestres et les habitats aquatiques, ce qui renvoie à la question de la trame turquoise, qui est de plus en plus explorée ces dernières années. Et donc, dans la version 3 de GraphHub, on a la possibilité de séparer les catégories d'habitats et donc d'être sur plusieurs types d'habitats. Alors, par exemple, les amphibiens, habitat aquatique, habitat terrestre. Mais on avait d'autres exemples. Ici, par exemple, c'était notre collègue Paul Savary qui travaillait sur la connectivité pour les oiseaux forestiers et notamment les connexions entre les forêts périphériques et les espaces arborés en ville. Et ça l'embêtait justement de mettre les espaces verts urbains et les forêts périphériques dans la même catégorie d'habitat parce qu'elles n'ont pas la même qualité, le même rôle dans les processus écologiques. Avec cette question aussi des dynamiques source-puits. Et donc le multi-habitat permet de séparer ces deux catégories d'habitat et du coup de travailler, d'explorer les connexions, soit au sein des forêts, les connexions entre les forêts, les connexions entre les espaces verts urbains, et puis les connexions entre espaces verts urbains et forêts. Et quand on veut travailler un peu plus sur les processus écologiques, en lien aussi avec la génétique des populations, c'était important de faire cette distinction. Voilà, voilà. Et là, je vous ai mis, je sais pas, je pourrais vous transmettre le diaporama, je pense. Je vous ai mis quelques ressources pour prendre en main le logiciel, sachant que la notice du logiciel c'est une notice informatique qui documente chaque option, mais qui est pas hyper facile à prendre en main. Donc, on avait réalisé déjà des applications, des exemples de réalisation, alors qui datent un peu, qui datent de 2018, mais on est en train de mettre à jour ce petit livret parce qu'on avait fait des retours d'expérience au mois de mai cette année. Et donc, on va avoir une nouvelle version de ce livret avec de nouvelles applications. On a réalisé aussi un tutoriel qui reprend un peu la notice, mais avec du coup des exemples concrets. Et qu'est-ce que ça change si je choisis telle option ou telle option? Et puis ensuite, il y a différents articles. Alors, j'en ai mis que 2 qui sont en français et qui sont plutôt, a priori, faciles à prendre en main et qui peuvent donner aussi un exemple d'application. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, voilà. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et que c'était relativement clair. Merci Céline. J'ai posé la question dans le chat et on m'a répondu que c'était très clair et tu as des bravos de la part de certaines personnes. De Anne-Sophie, du coup, qui lève la main. Anne-Sophie. Ouais, moi j'avais une petite question. Est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation concernant plutôt le volet flore ou habitat pour GraphHub? Parce qu'en fait, autant ça paraît hyper intuitif avec des coûts de déplacement pour la faune, des habitats favorables et tout pour les déplacements, mais pour la flore, j'ai un petit peu plus de mal à voir comment on pourrait l'appliquer concrètement à des exemples Alors, type flore ou habitat. ouais, c'est moins utilisé. Alors, c'est moins utilisé parce que du coup, ça suppose de raisonner sur les relations entre les habitats qui correspondent en fait à la dispersion des graines. Et donc, du coup, cette dispersion des graines, si elle se fait par les animaux, du coup, on va modéliser finalement ces déplacements de ces animaux. Si elle se fait par exemple par le vent, ça suppose quand même d'introduire dans le calcul des liens quelque chose qui nous renseigne sur, par exemple, le sens du vent, des courants principaux, etc. Et ça, c'est pas simple. Ouais. Donc, c'est plutôt utilisé pour les animaux, même si en soi, il n'y aurait pas d'incompatibilité à l'utiliser pour la flore. Ok, mais ça sous-entend d'avoir accès à des données. Enfin, Ouais. typiquement, le vent, c'est le genre de truc qu'on a jamais, quoi. Ou alors des études sur peut-être des toutes petites échelles ou des choses dans ce goût-là, quoi.
Ou alors en se disant que en fonction, alors évidemment le sens du vent ça va être compliqué, mais par contre en se disant que en fonction des obstacles qu'il y a dans le paysage, ben, le vent peut amener plus ou moins facilement les graines jusqu'à une certaine distance. Mais bon, Mhm. voilà, ça repose quand même sur pas mal de suppositions. Ok, merci. Alors, il y a une question de Simon aussi, et puis ensuite Esther. Oui, bonjour. Du coup, pour la version 3, comment on peut se la procurer? Parce que je crois pas que ce soit. A Que, priori, en téléchargement, il n'y a que la 2,8 et la 2,6 de disponible sur le site de ce que je vois. je pense qu'il faut utiliser l'adresse contact de Grafab et la demander. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Très bien, merci. Esther? On ne t'entend pas, Esther. Tu as le micro coupé. Je ne sais pas si c'était un accident, la main levée. J'en Ah non, profite. non, là c'est Ah, mieux. pardon, c'est bon, on t'entend. J'avais deux petites questions. La première, c'était est-ce que vous avez des conseils pour trouver les données de dispersion des espèces ou par exemple pour les lépidoptères, il peut y avoir aussi la hauteur de vol qui joue et ça, c'est des informations pas évidentes toujours à avoir. Mm. Alors, en fait, sur toutes les connaissances écologiques des espèces, sur leur type d'habitat, sur leur capacité de déplacement, on s'appuie sur alors, soit la littérature scientifique, soit les fiches espèces qui ont été réalisées euh, par l'INPN. Et on a également sur le site, sur le centre de ressources Trame verte et bleue, une série de fiches espèces aussi, qui a fait justement ce travail de centralisation et recoupement des informations dans la littérature. D'accord, très bien. Et ma deuxième question, c'était, il me semble bien que pour avoir la distance coût cumulée, il y a un moyen donc dans Grafab de convertir les mètres en distance coût, c'est bien ça? Oui, oui, je vous ai épargné cette subtilité, mais effectivement, à partir du moment où on raisonne en distance coût, ben, on est obligé de passer par une étape de conversion de la distance métrique en distance coût. Et donc, effectivement, dans Grafab, quand on clique sur le jeu de liens, enfin, le clic droit, on a un outil qui s'appelle conversion et qui nous permet d'avoir une approximation de cette conversion, qui est valable que pour ce projet-là en particulier et qui est à faire du coup pour chaque projet. D'accord, ok. Merci. Ouais. Alors, Jason avait posé une question, mais je pense que la réponse à la question d'Esther, voilà, Esther a posé un petit peu la même question. Jason, tu me confirmes que ça a répondu à ta question que tu avais mis dans le chat également? Alors là, c'était plutôt sur les métriques, ah oui, métriques des habitats. Alors, c'est parce que si c'est sur les métriques de connectivité, là, il y a eu il y a des études qui ont essayé de documenter aussi qu'est-ce que ça voulait dire chacune des métriques de connectivité. Mais c'est vrai que pour simplifier, souvent dans les analyses de connectivité, on utilise les deux que je vous ai montrés à peu près, le flux d'interaction et la centralité intermédiaire, qui est vraiment qui illustre deux manières d'être important pour la connectivité. Merci Céline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as eu un super timing, Céline, hein, du coup, presque les 2 heures sans questions, j'avoue, chapeau. C'était vraiment une super présentation. Alors, un peu technique pour moi des fois, j'avoue, parce que je ne suis pas du tout voilà, dans le sujet, mais d'après ce qui s'est dit sur le chat, c'était très clair pour les personnes qui sont présentes et qui sont venues pour ça. Bien sûr, si tu peux m'envoyer la présentation, je la transmettrai ensuite. Je vais envoyer un mail à l'ensemble des personnes qui sont présentes ce matin, et puis on la mettra aussi sur notre plateforme d'échange du réseau des gestionnaires. Oui, est-ce que Oui. je vais rajouter ce que j'avais dit en introduction, alors pas pour faire de la publicité, hein, mais
Mais on fait aussi les formations GRAFAB, donc les formations initiation et avancée. Donc je disais à Julie en aparté au tout début de ce moment-là, c'est que ces formations ont lieu à Besançon, puisque l'équipe qui développe le logiciel est en grande partie à Besançon, mais que ça nous est arrivé en fonction des demandes de nous délocaliser dans d'autres régions de France. On est allé à Poitiers, par exemple, quand il y a suffisamment de participants sur place. Donc, c'est aussi envisageable. Oui, merci Céline. C'est vrai que j'avais oublié ce point. Donc, n'hésitez pas, moi, à m'envoyer un mail éventuellement et à me comment dire, à me le dire, effectivement, si vous êtes intéressé par une formation de ce type, en fonction du nombre de personnes. Céline, je ne sais pas à partir de combien de personnes vous pouvez vous délocaliser. En fait, les formations, c'est une quinzaine maximum de participants. Une quinzaine. Donc, en fonction de l'intérêt, oui, on peut réfléchir ensuite à faire quelque chose en Occitanie. Alors, après, à prévoir, avoir une localité effectivement un peu centrale, Carcassonne, Montpellier, Toulouse, pour faciliter les déplacements et le rassemblement de tout le monde. Mais c'est quelque chose qui peut être envisageable s'il y a assez de personnes intéressées. Voilà, et régulièrement, on organise, on l'a fait cette année, donc on ne le fera pas tout de suite, mais on organise des moments aussi de retour d'expérience où il y a beaucoup justement de gestionnaires et qui viennent présenter justement l'application qu'ils ont faite du logiciel dans leur activité. Donc là aussi, pareil, ça sera le livret que l'on est en train de finaliser sera disponible en accès libre comme ressource sur le site de GRAFAB, donc c'est consultable. Du coup, par rapport à ça, là, je vais envoyer moi un mail avec ta présentation, Céline. Je vais mettre tout le monde en copie. Comme ça, tu auras les mails de l'ensemble des gestionnaires qui étaient ici et vous aurez le contact de Céline également. Et ensuite, s'il y a des documents ou des formations ou des webinaires effectivement sur le sujet, soit tu peux me l'envoyer à moi et je le retransmettrai aux gestionnaires, à l'ensemble des gestionnaires d'Occitanie, hein, pas forcément que ceux présents aujourd'hui, ou tu peux éventuellement, je pense que tout le monde sera d'accord, conserver la liste et leur envoyer aussi directement s'il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour eux. Ok. Et tu disais par rapport à l'adresse contact générique GRAFAB pour avoir la dernière version, tu l'as mise aussi en dernière page du PowerPoint, je n'ai pas fait attention. Oui, parce que elle doit être Oui, je vais la rajouter sur le diaporama. Super. Et dès que je le reçois, moi, du coup, je le mettrai en téléchargement et j'envoie le lien et le mail à tout le monde. Ok. Merci Céline, merci à tous. Pour votre attention. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Merci. Si, au revoir.